Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast Anecdote Royale. Retrouvez-le ainsi que toutes nos sources sur le site anecdoteroyale.fr. Pour un meilleur confort auditif, nous vous conseillons d'utiliser des écouteurs. Ce podcast vous est présenté par Enzo Guillot. L'Élysée, le palais de tous les Français. Si aujourd'hui ceux qui y logent sont à titre de locataires, nos présidents n'ont pas été les seuls à y habiter. Plus de 3 siècles d'histoire parcourent les murs de ce palais. Tantôt hôtel particulier pour la marquise de Pompadour, mais aussi hôtel princier de Joachim Murat, puis palais républicain, l'Élysée a connu un passé doublement napoléonien. L'histoire de l'Élysée commence entre 1718 et 1720. À cette époque, il s'agit de l'hôtel particulier du comte d'Évreux, un membre de la haute noblesse. Selon l'architecte Jacques-François Blondel, ce bâtiment se distingue comme la plus belle maison de plaisance des environs de Paris. En 1883, après la mort du comte, la marquise de Pompadour, l'une des favorites de Louis XV, décide d'y déposer ses affaires. Sa réputation n'est pas des plus flatteuses, et cet hôtel lui permet de s'éloigner des tumultes parisiens, ce qui n'empêchera nullement certains badauds d'écrire « Maison de la putain du roi » sur ses murs. L'hôtel particulier d'Évreux verra passer entre ses murs, après la mort de la marquise, les œuvres d'art qu'elle a amassées dans ses nombreuses propriétés pour les mettre à la vente. Puis le banquier Nicolas Boujon, connu pour ses maîtresses, appelées les berceuses, s'y installera à son tour, et Bathilde d'Orléans en sera la dernière occupante avant la Révolution. Elle est la fille du duc d'Orléans, sœur de Philippe Égalité, tante de Louis-Philippe Ier, et surnommée Princesse Égalité. Un vrai personnage, cette Bathilde. Et la Révolution passée, le 6 août 1805, le beau-frère de Napoléon Ier, le prince Joachim Murat, rachète l'hôtel particulier pour 570 000 francs et y entreprend des travaux colossaux. Installé avec sa femme, Caroline Bonaparte, c'est à ce moment-là que la demeure prend le statut de palais. Ce dernier prend peu à peu un style empire, le style en vogue de 1803 à 1821. Caroline, en maîtresse de maison, commande des décors aux meilleurs artistes de l'époque, tandis que Joachim confie aux architectes Barthélemy Vignon et Jean-Thomas Thibault la création de l'escalier d'honneur dans le vestibule, vestige qui triomphe encore de nos jours. Pas moins attiré par les fêtes, l'empereur venait régulièrement le vendredi soir au bal qui était donné au palais. On sait également que Napoléon aimait venir déguisé à ces fêtes. Lorsque Joachim Murat devient roi de Naples le 15 juillet 1808, il doit quitter le palais parisien. Toutefois, Napoléon venant de répudier sa femme, Joséphine de Beauharnais, il décide de prêter le palais pendant 1 mois au couple Murat, qui organisera une grande fête le 25 novembre 1809 pour divertir l'empereur. Par la suite, Napoléon va faire de l'Élysée sa résidence principale jusqu'à sa campagne de France. Bien qu'il l'apprécie, il critique les jardins qu'il juge trop exotiques. Lui, il préfère le classicisme. Et pendant plus de 3 ans, Napoléon ne revint au palais. Lorsqu'il divorce avec Joséphine de Beauharnais, il lui offre le palais, ainsi que le château de la Malmaison et celui de Navarre. Mais elle n'habitera pas réellement le palais, ce qui permet à Napoléon de le récupérer en 1812. Installé avec la nouvelle impératrice des Français, Marie-Louise d'Autriche, et parti en bataille, il y séjournera à nouveau entre le 28 mars et le 7 avril 1813. En 1814, après les défaites militaires, Napoléon abandonne l'Élysée. La suite des événements voit le palais passer sous la garde du tsar Alexandre Ier de Russie, avant le retour des Bourbons et de Louis XVIII au pouvoir. Mais après seulement 11 mois et 14 jours de règne, le roi de France est destitué par Napoléon, qui revient à la tête de l'État pour 3 mois et 2 jours. En effet, le 19 mars 1815, Napoléon arrive aux portes de Paris, ce qui a amené Louis XVIII et sa cour à fuir la capitale pour se réfugier en province, puis à Gand, en Belgique, ce qui lui vaudra un surnom poussé par les chansonniers, notre père de Gand. Entendez par là, notre père P-A-I-R-E de Gand, comme ceux que l'on porte à la main. Pendant cette période, dite de 100 jours, Napoléon retourne vivre ça et là au palais de l'Élysée, mais c'est un événement bien plus marquant qui anime et hante toujours le palais. Laissez-moi vous replonger dans le contexte. Nous sommes le 21 juin 1815, il est 8 h du matin. Napoléon revient de Waterloo, après 3 jours de chevauchée. Avant de se rendre au Conseil des ministres, il prend un bain. Le Conseil est très mouvementé. On lui reproche de s'être retranché dans son palais. C'est inévitable. La fin du grand empereur est proche. Ainsi, le lendemain matin, dans son salon d'argent, Napoléon dicte à son frère son abdication. « Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France.
Ma vie politique est terminée et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. Puis, par la porte du fond du parc, il quitte le palais après avoir brûlé quelques papiers. Il n'y remettra jamais les pieds. Son fils, Napoléon II, parfois oublié de l'histoire, aura un règne aussi bref que théorique de 16 jours. Il n'avait alors que 4 ans. Passé entre plusieurs mains après l'abdication de l'empereur, le palais sert brièvement de résidence au duc et à la duchesse de Berry. C'est d'ailleurs à l'Élysée que Marie-Caroline revient épuisée, sa robe tachée de sang. En effet, quelques heures plus tôt, le 13 février 1820, le duc de Berry et sa femme étaient de sortie à l'opéra où l'on joue le rossignol, le carnaval de Venise. Et les noces de Gamache. Mais l'ouvrier Louvel, décidé à éteindre la dynastie des Bourbons, assassine le duc. Quelques jours plus tard, après avoir coupé ses cheveux et les avoir déposés dans le cercueil de son mari, la duchesse de Berry quitte l'Élysée et déménage aux Tuileries pour y accoucher du futur Henri d'Artois, comte de Chambord. Sous la monarchie de Juillet, le palais subit d'importants travaux. Il accueille, entre autres, en 1836, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, futur époux de la célébrissime reine Victoria. 12 ans plus tard, en novembre 1848, la France républicaine se prépare à l'élection du premier président de la Deuxième République. Rapidement, quelques figures s'imposent, dont Raspail et Lamartine, entre autres, et un nom plus familier, celui de Bonaparte. Mais méprisé, ses adversaires pensent qu'il ne gagnera pas les élections. Et pourtant, 10 jours après avoir décompté les bulletins de vote de la France entière, Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec 74,2% des voix. À 40 ans, seul Emmanuel Macron a été élu plus jeune. Cela fait de Louis-Napoléon Bonaparte le premier chef d'État élu au suffrage universel masculin. Par une loi prise dans l'urgence le 12 décembre 1848, l'Assemblée nationale désigne le palais de l'Élysée comme résidence officielle du chef de l'État. Il est vrai que les dimensions semblent plus mesurées pour un président élu démocratiquement. Néanmoins, il aurait pu ne pas être la résidence du président, puisque le général Cavaignac, chef du gouvernement provisoire et candidat à l'élection présidentielle, souhaitait garder son hôtel de Monaco, l'actuel Matignon, comme résidence officielle. Il aurait aussi pu devenir une bibliothèque. En effet, le président de l'Assemblée nationale propose d'ouvrir une bibliothèque dans le palais contenant les ouvrages entreposés au musée du Louvre. Et c'est ainsi que le palais de l'Élysée prend le nom d'Élysée nationale. Pour l'anecdote, le général Changarnier, à la tête de la garde nationale ce jour, aurait glissé au député Molé. « Et si, au lieu de le conduire à l'Élysée, je le menais aux Tuileries ?»« Gardez-vous-en bien, » répondit Molé. « Il s'y rendra assez tôt tout seul. » Vous le savez peut-être, mais le président de la République connaît bien le palais de l'Élysée, puisque le neveu de Napoléon Ier y a vécu pendant son enfance. Et c'est naturellement qu'il choisit le salon Cléopâtre pour en faire son bureau de travail. Toutefois, le palais est en très mauvais état. Mais cela n'empêche nullement le président d'en faire un palais au style londonien. Louis-Napoléon Bonaparte a longtemps vécu exilé en Angleterre et connaît parfaitement bien cette apothéose de luxe et de grand. D'ailleurs, le président exige qu'on l'appelle Monseigneur ou Votre Altesse, une vie rêvée de monarque et non de président. Digne d'un roi donc, il organise des fêtes somptueuses le lundi où de grands noms défilent, comme Lamartine, Alfred de Musset, Eugène Delacroix et même Victor Hugo qui ne mâche pas ses mots à l'égard du président. « Cet homme va nous perdre. Il fait danser la République en attendant de la faire sauter. » Et ce sera chose faite le 1er décembre 1852. Lors d'une réunion secrète dans le Salon d'Argent, celui-là même où Napoléon Ier avait abdiqué, le président Bonaparte, qui venait de donner une réception en l'honneur du préfet Georges-Eugène Haussmann, fait préparer par son fidèle ami, M. Mocquard, des dossiers estampillés du sceau Rubicon. Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. En 1853, Napoléon III quitte le palais de l'Élysée pour aller s'installer aux Tuileries. Amoureux du palais de l'Élysée, il décide de le faire rénover par l'architecte Joseph-Eugène Lacroix. D'ailleurs, une grande partie extérieure du palais remonte à cette époque, soit des travaux achevés en 1867. Mais le mélange des styles n'est guère apprécié de tous. Une fois les travaux terminés, le couple impérial ne daigne pas résider au palais. Mais un personnage illustre viendra y séjourner en 1855, il s'agit de Victoria, la reine du Royaume-Uni. Mais aussi de l'empereur de Russie, Alexandre II, pour l'exposition universelle de 1867. On peut noter également la venue de l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier, le roi des Pays-Bas, Guillaume III, celui de Suède, Charles XV, et le sultan ottoman, Abdulaziz.
L'Élysée retrouve son nom d'Élysée national à la chute du Second Empire et est remis à l'État. Il échappera de peu aux communards qui, grâce à Louis Basset de Ballaval, ancien fourrier des logis de l'empereur, apposera, au péril de sa vie, un sceau du gouvernement fédéré pour empêcher le pillage et l'incendie du palais. Après la guerre franco-prussienne, l'installation de la Troisième République fait de nouveau de l'Élysée la résidence officielle du chef de l'État. On décide alors de mener de grands travaux dans le palais, dont l'un des vestiges aujourd'hui est la monumentale salle des fêtes. On la doit au président Sadi Carnot, et elle est inaugurée lors de l'exposition universelle de 1889. Puis, au tournant du siècle, Raymond Poincaré fait installer l'électricité, suivie de près par l'eau chaude et le chauffage central. Et pour faire honneur aux quelques 250 invités que peut compter un banquet d'État, les cuisines du sous-sol sont modernisées. Nous avons une réputation de gastronome à tenir tout de même. Aussi, cette quête d'excellence gastronomique s'accompagne parfois d'histoires fascinantes. Voici 2 anecdotes sur les présidents de la Troisième République. Parlons d'abord de Paul Deschanel, président du 18 février au 21 septembre 1920. Autant dire que, malgré une bonne réputation d'orateur, ce n'est pas sa carrière politique qui nous rappelle à cet homme, mais plutôt un incident ferroviaire. Je vous propose d'écouter la une du Petit Parisien relatant les faits. En pleine nuit, monsieur Deschanel tombe de son train en marche. C'est en ouvrant la fenêtre de sa chambre qu'il est précipité dans le vide, à 6 km de Montargis. 2 surveillants de la ligne recueillent le président et le guident jusqu'au poste de la voie la plus proche. Ce n'est que 7 heures après, à Roanne, que dans le train présidentiel, on s'aperçoit de l'absence du principal voyageur. Les autorités prévenues font transporter à la sous-préfecture de Montargis le président qui, miraculeusement, en est quitte avec une commotion et des contusions. Ramené à Paris, il présidera ce matin le Conseil des ministres. Certains racontent que les surveillants de la ligne étaient sceptiques de voir le président face à eux. Mais ses pieds propres, donc lavés, ne les auraient fait douter qu'un court instant. En réalité, cet incident serait dû au syndrome d'Elpenor, c'est-à-dire un état de confusion entre le sommeil et l'état de réveil, le résultat d'un manque de sommeil, de responsabilité et, on le sait, de stress pour le président. Mais la seconde anecdote est tout aussi cocasse. Elle concerne Félix Faure, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne Anecdote Royale. Le président de la République, du 17 janvier 1895 au 16 février 1899, est mort dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinhal. Alors que cette dernière se penchait sur le président pour avoir, disons, quelques relations intimes, il fit une congestion cérébrale. Agonisant pendant 3 heures, on dut couper les cheveux de Marguerite pour en extirper la main du président. Il décédera vers 22 heures, et des obsèques nationales seront célébrées à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Clémenceau dira « Il voulait être César, mais il ne fut que Pompée ». Quant à Marguerite, elle hérite du surnom de « la pompe funèbre ». Et des 4 présidents à être morts en fonction, il est le seul à décéder à l'Élysée. Et en souvenir de cette tragique histoire, M. Le Gall, chef de cabinet, garda le corset de Marguerite Steinhal. L'Élysée ne se transforme que peu en 40 ans, mais la Seconde Guerre mondiale étant proche, le 10 juin 1940, le palais accueille son dernier conseil des ministres avant de quitter Paris. Les nazis décident d'en faire un camp de prisonniers du 15 au 18 juin 1940 pour y emprisonner, entre autres, les Français et Sénégalais qui ont défendu Paris jusqu'au bout. L'Élysée restera vacant la guerre durant. Hitler maintient tout de même le palais en état, refusant que Pétain l'investisse. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958, en plaçant l'institution présidentielle au centre de la vie politique française, confère au palais un rôle névralgique. Notons tout de même que le président de Gaulle n'aime pas ce palais tant il est chargé d'histoire et mal positionné. Il rêve alors de faire des Invalides, des Tuileries ou bien même du château de Vincennes la nouvelle place forte des présidents. Mais les projets n'aboutissent pas, tant la reconstruction pour le premier et la rénovation pour le second s'élèvent trop coûteuses. Le général ne sera d'ailleurs pas le seul à vouloir déplacer le lieu de présidence. Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, voulut le transférer à l'école militaire, puis Mitterrand, qui pense lui aussi aux Invalides. Même si tous les présidents ne l'adoptent pas comme résidence personnelle, tous y apportent des transformations. Qu'il s'agisse des pièces dessinées par le designer Paulin à la demande de Georges Pompidou, du PC nucléaire souterrain aménagé par Valéry Giscard d'Estaing, ou des porte-fenêtres qui font entrer la lumière en salle des fêtes sous François Mitterrand. De nos jours, Brigitte Macron, femme de l'actuel président, redonne au palais une nouvelle jeunesse. Elle se charge personnellement de sa redécoration, entre charme de l'ancien et volonté de modernisme. L'Élysée, comme il le rappelle, a pour mission de représenter les Français aux yeux du monde, d'être la vitrine des savoir-faire de ceux qui l'ont édifié, décoré, rénové, de notre art de recevoir, de notre gastronomie et de notre création contemporaine.
Les travaux du palais sont en partie réalisés grâce aux dons, à l'argent des visites et à l'achat des divers produits de la boutique du palais. Vous pouvez d'ailleurs visiter la maison de l'Élysée au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cet espace permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et le patrimoine de l'Élysée toute l'année. Je crois que l'Élysée n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve bientôt sur YouTube et sur Spotify pour de nouveaux podcasts. À bientôt, c'était Enzo Guillot.